Pour protester contre la politique des prix, la Confédération des petites et moyennes entreprises appelle le commerce à la grève générale jeudi 15 novembre. Égyptiens et Israéliens se sont de nouveau rencontrés au kilomètre 101. On espère que les échanges de prisonniers commenceront rapidement. Madame Golda Meir en a exprimé l'espoir aujourd'hui à Londres. Demain à l'Élysée, le président Pompidou recevra les représentants de 10 pays de l'Afrique francophone. Tous ces États ont en commun la langue française et à l'exception du Mali, la même monnaie, le franc CFA. Le budget des affaires étrangères en discussion à l'Assemblée. M. Jobert évoque le cessez-le-feu au Proche-Orient, espérant qu'il sera l'amorce d'un règlement définitif. Dernier préparatif à Londres pour le mariage princier. Demain, pour nous faire mieux connaître la Grande-Bretagne, 24 heures sur la une vous sera présenté en direct des studios de la BBC. Le rugby français est-il bien malade? Walter Spanghero nous donnera son avis après la déception d'hier à Valence, malgré une victoire de justesse devant la Roumanie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les consommateurs ne sont pas les seuls à faire les frais de la grève des détaillants en fruits et légumes qui sévit particulièrement dans la région parisienne. Les producteurs estiment qu'ils ont perdu déjà 10 millions de francs pour les fruits et beaucoup plus pour les légumes. Quant aux grossistes, ils avancent des chiffres encore plus élevés. Pour les détaillants, une seule solution, elle serait que les pouvoirs publics reviennent sur leur décision de taxer certains prix, ce qui ne rentre pas dans les intentions de M. Giscard d'Estaing. À l'instant, c'est la première réaction officielle, si l'on peut dire, des consommateurs. 10 organisations de consommateurs appellent au boycottage des magasins des commerçants grévistes. En tout cas, il sera difficile de se procurer fruits et légumes cette semaine dans la capitale, surtout jeudi, puisque la Confédération des petites et moyennes entreprises lance un mot d'ordre de fermeture générale de 24 heures avec extinction totale des lumières. Opération Ville morte lancée pour jeudi par les petites et moyennes entreprises. Ce mot d'ordre, qui s'adresse à tous les commerçants, alimentaires ou non, ainsi qu'à tous les prestataires de services sur l'ensemble du territoire, recommande même une extinction totale des lumières. En attendant à Rungis, les grossistes manifestent leur colère. 8000 tonnes de denrées périssables seraient toujours bloquées. De jour en jour. Si fin semaine nous n'avons pas trouvé une solution de reprise, nous aurons certainement des pertes extrêmement importantes. Par destruction de marchandises, ou bien nous envisageons, pour sauver ce que nous pourrons sauver, de faire des ventes dans Paris par camion pour dégager nos adhérents qui sont évidemment pratiquement à la lalie pour certains produits. Vous pensez que si la situation continue, il y aura ici à Rungis du chômage? Eh bien, si demain, après le meeting que doivent tenir les détaillants, il y a une réponse non pour une grève qui doit se prolonger encore, je pense qu'une partie des 4 à 5 000 employés de Rungis seront mis en chômage avant la fin de semaine. Sur le fond du problème, vous êtes d'accord avec les détaillants? Mais bien entendu, leur marge est absolument et profondément inapplicable. C'est ce qui d'ailleurs a provoqué leur colère et cette grève sauvage. Mais je crois qu'il faut que l'administration accepte de reprendre immédiatement les négociations avec les détaillants pour qu'ils puissent reprendre leur activité dans la semaine qui vient. À Rungis, demain, les détaillants se réuniront en assemblée générale. Ils diront oui ou non à la grève jusqu'à vendredi. Ils demandent dans un livre blanc la suppression de la taxation et un règlement paritaire du contentieux découlant de mesures autoritaires. La Confédération des petites et moyennes entreprises appelle à la grève générale les commerçants pour une opération rideau baissé jeudi, mais la CGC, dans un communiqué, s'élève contre, je cite, l'action mal réfléchie d'organisations qui assument l'entière responsabilité de conséquences économiques. Ce matin, M. Giscard d'Estaing a été reçu par M. Pierre Messmer. Le ministre des Finances a déclaré que les mesures de taxation resteront en vigueur. Elles seront éventuellement revues périodiquement. Un accord en 6 points a été signé hier entre Égyptiens et Israéliens. Mais il faut maintenant l'appliquer pour que la conférence de la paix puisse s'entamer à Genève, peut-être le 10 décembre. Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle rencontre au kilomètre 101 pour évoquer surtout le problème des échanges des prisonniers et pour permettre à cet endroit de la route Le Caire-Suez l'établissement d'un point de contrôle des casques bleus. Les réactions dans le monde sont bien sûr favorables au pas énorme qui a été franchi hier, mais il y a quelques mécontents du côté arabe et palestinien et aussi des sceptiques. Pas de déclaration officielle du gouvernement égyptien, mais à Londres, Mme Golda Meir a pris la parole. Le Premier ministre israélien a tenu une conférence de presse à l'issue de la réunion de l'Internationale socialiste.
car je crois qu'il y avait une erreur de document. Nous allons voir dans quelques instants, je pense, Madame Golda Meir. Je me renseigne. D'accord, il y en a pour combien de secondes à peu près? Quelques secondes, nous allons pouvoir diffuser ce document, donc la conférence de presse de Madame Golda Meir ce matin à Londres, dans une conférence de presse. Je m'excuse. Bien. Alors, en attendant d'entendre Madame Golda Meir, Gérard Saint-Paul, une petite analyse de la situation. Eh bien, dans cette conférence de presse, Madame Golda Meir parlait précisément de l'acceptation de l'État d'Israël par les pays arabes. Cette condition politique nous place bien entendu au-delà de l'accord technique de cessez-le-feu, si important soit-il. Personne ne conteste que cette date de la signature, le 11 novembre 1973, restera capitale dans l'histoire du Proche-Orient. Mais aujourd'hui, chacun dans les deux camps tient à dépasser les termes d'un accord dont le texte est d'ailleurs assez vague et que l'on pourra toujours essayer de tirer dans un sens plus favorable aux uns ou aux autres. La signature de cet accord représente en fait une victoire politique des modérés dans les deux camps. Mais il ne faut pas oublier que Mme Golda Meir doit aussi tenir compte de son opinion publique. Une certaine fraction de la population israélienne estime que l'accord est trop favorable à l'Égypte et il y aura, le 31 décembre, des élections en Israël. M. Sadat, lui, doit compter avec les durs de l'armée égyptienne et surtout avec les irréductibles du camp arabe. Or, voici ce que dit le colonel libyen Kadhafi en commentant l'accord du kilomètre 101. Paix, cessez-le-feu, négociations ne représentent que des solutions provisoires, des calmants. Nous devons aller jusqu'au bout, poursuit Kadhafi, et combattre les États-Unis comme l'a fait le Nord-Vietnam. Quant à la Syrie, absente hier à la cérémonie de signature, elle n'acceptera de participer à une conférence de la paix que si l'Europe et les pays africains y sont représentés. Il reste donc, vous le voyez, bien des points d'interrogation, dont le plus important est celui-ci. La conférence de la paix débutera-t-elle le 10 décembre prochain, comme on le pense généralement dans les milieux américains, et si oui, tout le monde jouera-t-il sincèrement la carte de la paix? La condition syrienne de faire entrer les Européens dans le jeu diplomatique mérite l'attention. Elle prend tout son relief entre la récente prise de position des 9 à Bruxelles et la prochaine réunion européenne au sommet des 14 et 15 décembre à Copenhague, c'est-à-dire 4 jours seulement après l'ouverture de la conférence de la paix, si la date du 10 est confirmée. Les interférences diplomatiques seraient alors, qu'on le veuille ou non, pratiquement inévitables. En attendant, et ceci éclaire peut-être aussi cela, les partis politiques syriens appellent les Arabes à ne pas abandonner l'arme du pétrole. Nous sommes, disent-ils, arrivés à une étape où se mêlent bataille militaire et bataille politique. Conclusion pratique, le rationnement du pétrole arabe continuera. Et nous en reparlerons dans quelques instants, mais nous pouvons maintenant entendre la déclaration de Mme Golda Meir ce matin à Londres au cours d'une conférence de presse à l'issue de la réunion de l'Internationale socialiste. Répondant à la question d'un journaliste, Israël est-il disposé à retirer ses troupes au-delà de la ligne du cessez-le-feu du 22 octobre, Mme Golda Meir a déclaré avec un certain humour « On nous a demandé de nous rencontrer et de signer un accord. Israël n'a jamais signé de traité un samedi qui est chez nous le jour du sabbat. Nous avions besoin de certains éclaircissements que nous avons obtenus et c'est pourquoi nous avons reculé de 24 heures le moment de la signature. Quant à ces fameuses lignes du cessez-le-feu du 22 octobre, personne ne sait vraiment où elles se situent. Le Premier ministre israélien a souligné que la signature de l'accord avait mis en contact direct, pour la première fois depuis 25 ans, Égyptiens et Israéliens. Ce cessez-le-feu, a-t-elle rappelé, doit être appliqué sur terre, dans les airs et sur mer, ce qui implique la levée du blocus du détroit de Bab el-Mandeb. Mme Meir a insisté également sur l'urgence d'un échange de prisonniers et souligné l'anxiété de Tel Aviv quant au sort des prisonniers israéliens détenus en Syrie. Le Premier ministre israélien a enfin exprimé l'espoir que les négociations de paix entre Israël et les pays arabes commenceront prochainement, tout en déclarant que l'acceptation de l'État d'Israël par les pays arabes doit être plus qu'un morceau de papier. Dimanche prochain, les rues de Bruxelles seront aussi calmes et vides que celles d'Amsterdam sur ces images. Les autorités belges viennent en effet d'interdire toute promenade en voiture le dimanche à partir du 18 novembre. Les écoliers profitent indirectement de la pénurie. Leur semaine de travail est réduite à 5 jours pour réduire le chauffage des locaux publics.
Le président Mao s'entretient 2 heures avec Henry Kissinger, une rencontre que l'on peut déjà qualifier d'exceptionnelle. Le conflit du Proche-Orient n'a pas entamé la volonté de détente entre la Chine et les États-Unis. En tout cas, c'est une victoire personnelle pour M. Kissinger. Aucun homme politique étranger n'a rencontré Mao aussi souvent que lui, 3 fois en 2 ans. Le maréchal Tito et M. Brejnev se sont rencontrés ce matin à Kiev. Sur ces images, le chef d'État yougoslave arrivait à Moscou il y a un peu plus d'1 an, mais cette fois il ne vient pas seulement en tant que chef d'un pays socialiste non orthodoxe, mais en tant que membre de l'Organisation des pays non alignés. Le Proche-Orient sera donc largement évoqué pendant les 4 jours que durera cette visite. Willy Brandt est à Strasbourg. Le chancelier d'Allemagne fédérale prendra demain la parole devant le Parlement européen. Il a reçu cet après-midi les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Strasbourg. Monsieur Pompidou prendra le thé chez la reine Elisabeth samedi à Londres. Leur dernière rencontre remonte au 15 mai 1972 lors de la visite officielle de la reine en France, sur ces images. Le président de la République, qui part vendredi s'entretenir avec monsieur Heath, a été invité à un 5 o'clock au château de Windsor. Un sommet franco-africain, c'est en quelque sorte une réunion de famille. Demain, 6 chefs d'État africains, un Premier ministre et 3 ministres des Affaires étrangères vont se retrouver en présence du président de la République au palais de l'Élysée. Pourquoi cette conférence? Pourquoi maintenant? Et surtout, sur quoi peut-elle déboucher? Cette conférence a été organisée par le président de la République du Niger, M. Hamani Diori, dont le pays est l'un des moins favorisés de ce continent africain, le plus pauvre de la Terre, et que l'on appelle le tiers-monde du tiers-monde. Mais après 13 ans d'indépendance, l'Afrique francophone, et en particulier ses jeunes cadres, considèrent que les rapports avec la France doivent être établis selon des principes qui tiendront compte de l'africanisation, chère d'ailleurs au président Senghor, principe auquel également le président Pompidou a souscrit depuis longtemps, puisqu'il disait à Ouagadougou en novembre dernier « La coopération est fondée sur des accords anciens et doit évoluer. La France ne l'impose pas, elle n'y cherche pas un moyen d'influencer, mais un moyen d'aider. » Pourquoi maintenant? Peut-être parce que l'Afrique est en train d'accéder à sa 2e indépendance. 2e indépendance que la République française est toute prête à favoriser. 2e indépendance qui correspond à une génération d'Africains qui dialoguent avec la France beaucoup plus par raison que par habitude. Alors, que propose la France? C'est assez clair. Après avoir pris acte de l'évolution technique, politique, industrielle de l'Afrique et surtout après avoir constaté que chaque pays africain représentait un problème différent à résoudre, le gouvernement français et les États africains sont tombés d'accord pour admettre qu'il fallait redéfinir les principes de la coopération. Une coopération sur mesure, une coopération à la carte, dit-on à Paris, c'est-à-dire une aide consistant beaucoup plus à former des cadres que des exécutants. Une coopération qui donne justement à l'Afrique les moyens de son indépendance. Quant à la facture, puisqu'on parle souvent du prix de l'aide au tiers-monde, elle est pour le ministère de la coopération de 0,8% du budget de l'État. Mais, en ce qui concerne ce qu'elle représente réellement, M. Jean-François Degnaud, secrétaire d'État à la coopération, l'explique. En fait, ça a une valeur, je crois, symbolique considérable. C'est l'idée que nous ne nous désintéressons pas d'un certain nombre de problèmes qui touchent des gens avec lesquels nous avons été très liés, et c'est un problème d'ailleurs mondial qui touche l'ensemble du monde. Et je dirais que pour nous Français, alors individuellement, c'est aussi une dimension indispensable. C'est ce qui fait que nous sommes Français en fait. C'est-à-dire que même si nous avons nos problèmes, nos soucis, et nous en avons, nous pensons aussi qu'il existe d'autres problèmes. Et nous n'oublions pas ça, je dirais, dans notre propre comportement individuel de Français. Les députés poursuivent l'examen des projets de budget pour 1974, aujourd'hui les affaires étrangères, demain l'éducation nationale, et à ce propos a signalé un effort pour les écoles maternelles qui ont posé des problèmes lors des dernières rentrées. Pour les affaires étrangères, une révélation de M. Jacques Marette, député UDR de Paris, qui était l'un des rapporteurs du budget,
Une ambassade française dans un pays de l'Est qu'il n'a pas nommé était soigneusement espionnée. On a découvert 42 micros et tout un système qui permettait d'écouter ce qui se disait dans toutes les pièces. Il s'agit d'une ambassade dont la construction a été terminée il y a 2 ans. Cela dit, M. Jobert, le ministre des Affaires étrangères, a fait un exposé sur la politique extérieure de la France. Il a parlé, bien sûr, du Moyen-Orient. Parmi les députés qui ont pris la parole, M. François Mitterrand. Nous écouterons des extraits de l'un et l'autre. Nous écoutons d'abord M. Jobert qui a regretté la mise à l'écart de la France et de l'Europe dans la recherche d'un règlement de paix au Moyen-Orient. Pour M. Jobert, il est important de poursuivre maintenant inlassablement la construction européenne. Nous avons toutefois un autre souci pour l'avenir de l'Europe, c'est celui de sa sécurité et par conséquent de la nôtre. Il n'y a pas actuellement de défense proprement européenne. Il ne pourra pas y en avoir tant qu'il n'y aura pas vraiment une politique de l'Europe. Et tout ce que je viens de dire témoigne en faveur de cet avenir. La sécurité ne peut aujourd'hui résulter que de la convergence, de l'effort de chacun des pays européens et notamment de l'effort français. Des efforts faits au sein de l'Alliance atlantique par les États-Unis et les pays d'Europe, de la présence et de l'engagement des États-Unis en Europe. Or, il est clair que s'inscrivant dans le cours nouveau compris les relations entre les États-Unis et l'URSS, dans le développement de cette concertation dont nous avons pu analyser les effets au cours du conflit du Proche-Orient, une telle convergence pose des problèmes délicats. Nous sommes, nous, socialistes, de ceux qui, tout en faisant de très nombreuses réserves sur le contenu économique et social de la communauté, souhaitent qu'elle se développe et que son influence s'accroisse, ce qui suppose d'abord sa cohérence. Mais, que voulez-vous, j'éprouve comme un malaise devant le fait que les 9 n'aient trouvé un langage commun pour s'adresser aux autres qu'au moment même où ils se trouvaient sous le coup d'avoir à mériter ou non l'indulgence ou la sévérité des pays producteurs de pétrole. Le budget de l'éducation nationale pour 1974 se monte à 40,5 milliards de francs. Il progresse par rapport à l'année dernière de 12,7%. C'est une progression supérieure à celle des dépenses totales de l'État. Il s'agit là du budget le plus important de la loi de finances. Il en représente 18,5%. Premier budget également par le nombre de créations d'emplois, 22 506 exactement, soit les 2/3 des emplois créés par l'État. Parmi ceux-ci, 12 150 postes d'enseignants. Pour faire face à l'accroissement des effectifs, on attend 188 000 élèves et étudiants supplémentaires. En ce qui concerne les constructions, les dépenses atteindront 4,190 milliards. Autre aspect important, la réalisation progressive de la gratuité de la scolarité. Ainsi, 68 millions supplémentaires allégeront d'autant les charges des familles pour le ramassage scolaire. D'autre part, M. Fontanet compte demander aux députés une rallonge de 70 millions pour la gratuité des manuels scolaires en classe de 6e. Ce qui ressort de ce budget, c'est surtout l'amorce d'une rénovation du système éducatif à tous les niveaux de l'enseignement. Un effort particulier permet le développement des écoles maternelles, M. Mesmer l'avait promis dans son discours de Provins. Ainsi, des crédits sont débloqués pour multiplier les expériences de préscolarisation en milieu rural. Nous sommes ici à Barville, dans l'Orne. 4 villages se sont groupés pour créer, avec l'aide de l'éducation nationale, une école maternelle. Mon mari et moi, nous exploitons une ferme de 30 hectares. Et auparavant, ce n'était pas possible d'aller aider mon mari dans les champs. Et qu'aujourd'hui, je peux aller aider vraiment quand il a besoin de moi, que c'est nécessaire. Cette préscolarité est entièrement gratuite. Pour les locaux, d'une part, récupération de l'ancienne école communale à classe unique fermée faute d'un nombre suffisant d'élèves. D'autre part, abandon par la municipalité de la salle des mariages de la mairie. L'institutrice est l'ancienne institutrice du village.
reconvertis à l'éveil des tout-petits. Quel est l'intérêt pour les enfants de ces classes maternelles? Je pense que le premier intérêt est d'apprendre à vivre en société. Ils apprennent à se connaître, à jouer ensemble. C'est très important à la campagne où les maisons sont très dispersées et les enfants n'ont pas l'occasion de se voir beaucoup en dehors de l'école. Ensuite, cela permet de développer des tas de facultés qui leur sont nécessaires lorsqu'ils aborderont l'école primaire. D'autres expériences sont menées, par exemple la scolarisation à mi-temps ou les institutrices itinérantes. Mais à Barville, de l'avis de tous les intéressés que nous avons rencontrés, la maternelle à la campagne est une réussite. C'est un pas sérieux, peut-être, vers la réalisation d'une véritable égalité des chances des écoliers. Transport scolaire, M. Bilcock, secrétaire d'État au transport, annonce des mesures pour renforcer leur sécurité. Des feux de détresse seraient apposés sur les cars. À l'étude, obligation pour les usagers de la route de marquer un temps d'arrêt en dépassant ou en croisant un car de transport scolaire lui-même arrêté. Enfin, aménagement d'aire spécial pour le stationnement. LIP, à l'usine d'Ornans spécialisée dans la fabrication des machines-outils, tout est définitivement réglé. Ce matin, le personnel a ratifié à l'unanimité le protocole d'accord conclu entre Maurice Ducrot, le nouveau patron de la société, et les syndicats. Pour les 127 salariés de l'entreprise, après 7 mois d'interruption, le travail reprendra lundi prochain. 3 mesures à retenir dans la loi foncière 73-74, présentée cet après-midi par Olivier Guichard, le ministre de l'Équipement et du Logement. Elles concernent l'occupation des sols, l'expropriation et la construction de logements sociaux. On taxera les constructions qui se font à un très haut niveau sur un terrain très cher pour permettre aux collectivités d'acheter des terrains qui sont actuellement trop chers pour y faire du logement social. C'est ça la péréquation. Il est bien entendu qu'elle est assise sur une mesure financière au départ. Les mesures concernant l'expropriation, elles sont faites en faveur des expropriés, c'est-à-dire nous voulons essentiellement, je vous passe les détails, nous voulons essentiellement que les expropriés puissent non pas rester 10 ans à attendre le paiement de leur terrain, mais puissent mettre en demeure au bout de 2 ans l'autorité qui exproprie, c'est-à-dire soit l'État, soit la commune, soit le département, pour qu'on lui paye immédiatement son terrain. Plan d'ensemble pour la promotion des personnels hospitaliers révèle aujourd'hui à Lyon Michel Poniatowski, ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale. Parmi les mesures décidées, l'amélioration des rémunérations en début de carrière, l'assouplissement des conditions d'emploi, l'augmentation de la capacité de formation dans les écoles d'infirmières, etc. But de ce plan, résoudre la crise des effectifs qui sévit dans les hôpitaux et particulièrement chez les infirmières. 5 millions de francs, soit 1,5 milliard d'anciens francs, c'est ce que peut gagner ce soir l'un d'entre vous grâce au 40e anniversaire de la loterie nationale. Il faut bien sûr qu'il ait acheté un billet entier, ce qui lui aura coûté 95 francs. Mais il faut surtout que le numéro de son billet corresponde à celui qui sera déterminé ce soir par le jeu de la chance au théâtre de l'Odéon. 6 sphères ont été disposées sur la scène. De ces sphères sortira 6 numéros, les numéros gagnants. L'heureux bénéficiaire gardera peut-être l'anonymat, ou bien il entrera dans l'histoire comme le célèbre coiffeur Bonnour de Tarascon. Ivre de joie, il avait donné son commerce à son employé pour terminer sa vie riche et heureux. Depuis 40 ans, la loterie nationale a pris le visage de Dame Fortune. La chance, elle l'incarne dans ce monde où tout s'organise, où tout se programme, où l'imprévu trouve de moins en moins sa place. Le passant hésite souvent à tenter sa chance, et parfois il se prend à rêver. Que n'achètera-t-il pas si un jour des millions lui étaient offerts? Un nouvel appartement plus grand, une ville à la campagne, mais surtout une sécurité financière pour le restant de ses jours. Alors on tente sa chance et on achète un billet à l'une des fameuses guérites qui sont plus d'1 millier éparpillées dans toute la France. 40 ans, c'est encore la jeunesse. Ce slogan est imprimé au bas des affiches d'anniversaire. En réalité, les jeux du hasard sont presque aussi vieux que le monde.
Aujourd'hui, la loterie nationale a toujours sa place. Ce jeu pourrait apparaître immoral s'il entraînait des conséquences défavorables aux familles. Or, on constate que l'achat des billets ne pose pas de problème important dans les budgets familiaux, car on prend un billet, mais on ne fait pas de mise excessive. D'autre part, il y a un aspect positif réel dans la loterie nationale, c'est l'aspect social. Vous savez que de très nombreuses associations, celles d'anciens combattants ou d'autres associations à but social, bénéficient de l'émission de dixièmes pour alimenter leur budget, ce qui est fort important. Enfin, vous savez aussi, et cela contribue à l'animation de nos rues, beaucoup de veuves ont un emploi grâce à la revente des billets en dixièmes ou en entier dans nos rues, dans ces kiosques que vous connaissez bien. Ce soir, comme chaque semaine, ce sont des millions de personnes qui attendent avec impatience les résultats. Plus qu'une journée avant le mariage de l'année, le capitaine Mark Phillips a enterré samedi soir sa vie de garçon avec ses amis et demain, la dernière répétition se déroulera à l'abbaye de Westminster. 24 heures sur la une sera transféré demain dans la capitale britannique pour vous présenter ses éditions de 13h et de 19h45. Nos journaux seront d'ailleurs un peu plus longs que d'habitude et nous vous ferons vivre à l'heure anglaise à travers un certain nombre de reportages. Le mariage princier sera pour nous l'occasion de vous faire mieux connaître ce pays qui depuis 10 mois maintenant fait partie du marché commun. Mercredi, je vous le rappelle, la cérémonie vous sera retransmise en direct depuis l'abbaye de Westminster à partir de 11h45. Le soir, des résumés filmés vous seront proposés à 20h35, notamment sur notre chaîne. Nous avons déjà présenté un certain nombre de reportages sur les préparatifs du mariage. Ce soir, voici les objets souvenirs que l'on s'arrache déjà en Angleterre. Quelle aubaine pour les marchands. Un mariage, cela peut être aussi du business. C'est ainsi que prolifèrent à Londres toutes sortes de souvenirs qui ne seront pas nécessairement exposés sur les cheminées. Ce t-shirt, par exemple, seul et en vente pour quelques 15 francs, ce qui, avouons-le, n'est pas excessif, car même la décalcomanie effacée, il en restera toujours le support. Pour les intellectuels, ceux que les livres font rêver, la littérature abonde, biographie, psychanalyse et autres analyses graphologiques. Pour quelques francs, il est possible de tout connaître des futurs époux. Les marchands de souvenirs vont aussi penser aux sentimentaux, à ceux qui aimeront rêver aux amours d'une princesse avec un fringant cavalier et qui ont besoin de symboles. Un fer à cheval avec le chiffre des amoureux, en argent ou en or, au moins 2500 francs. Si l'assiette, la tasse pour le petit déjeuner ou les carreaux pour la salle de bain ou la cuisine sont plus abordables, que l'on se détrompe, les objets souvenirs intéressent toutes les classes de la société et partant toutes les bourses. Les riches collectionneurs, et il faut au moins l'être, pourront pour quelques millions anciens déguster les bons vins de France dans ces coupes qui ont l'air d'appartenir à un autre âge. « 1 300 000 centimes l'unité. » Quant aux superstitieux, ils pourront boire ensemble au bonheur de la princesse, et cela n'a pas de prix. Walter Spanghero a été pendant 10 ans à la fois le capitaine courageux, l'homme providentiel et le docteur miracle du 15 de France, et on s'est aperçu dimanche à Valence à quel point il pouvait manquer à cette équipe. La France a évité de peu l'échec contre la Roumanie, mais son exhibition ne fut guère rassurante avant le tournoi des 5 nations. Voici d'ailleurs le point de vue de Walter Spanghero. Je crois que les Roumains, en début de saison, sont toujours très difficiles à jouer. Les Roumains préparent ce match plus que n'importe quelle équipe, étant donné que c'est la seule rencontre importante qu'ils ont à jouer dans la saison, dans leur saison de rugbyistique. Je crois qu'à mon avis, ce n'est pas tellement inquiétant, en ce sens que l'équipe de France, elle aussi, est à la recherche peut-être d'une unité, est à la recherche de joueurs qui sont partis. Et je crois qu'elle va sûrement le trouver dans les jours à venir et qu'on aura encore une fois une bonne équipe de France. L'équipe de France manque d'unité, mais justement, Walter, vous avez beaucoup manqué au 15 de France à Valence. Alors on s'étonne un petit peu qu'à 28 ans, vous ayez décidé de quitter si tôt la scène internationale. Pourquoi? Eh bien, je l'avais dit l'année dernière, je crois qu'il était temps que je m'arrête d'un côté parce que
j'avais mes affaires qui m'occupaient énormément. De l'autre côté, parce que je crois qu'il y a une fin en tout et que le temps était venu que je m'arrête de jouer au niveau international, que j'arrête la haute compétition. Et si les sélectionneurs décidaient de faire appel à vous pour le tournoi qui va commencer? Non, je crois que nul n'est irremplaçable et qu'en face, il y a des joueurs qui sont capables de me remplacer et largement. Et il suffit de les trouver, ils y sont, et là je crois que c'est le problème des sélectionneurs. Je crois que bientôt on aura, sans Walter Spanghero et sans Paul Biemouret et certains d'autres, une très bonne équipe de France. En France, nous avons des joueurs, nous avons beaucoup de joueurs et je crois qu'il suffit d'aller les découvrir dans leur ciel. C'est un nom définitif à l'équipe de France. Ah oui, c'est officiel, c'est définitif. Là, je ne veux pas revenir sur une décision. C'est bien dommage. Notre dernier journal vers 23h15. Bonsoir.